Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex de Smart Body et on se retrouve pour un nouveau podcast. On doit être environ au 23-24e, ça commence à faire. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un petit peu moins présent et on va dire que les podcasts ont une fréquence d'environ une semaine sur deux. Mais j'essaie de faire au mieux, j'ai énormément de projets, énormément de choses à faire en ce moment. Et bien évidemment, je me concentre pour les personnes, aux personnes que j'ai en coaching. Alors là, je suis content, je viens de terminer mon générateur de recettes. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. C'est tout simplement un document, donc Google Drive. J'appelle ça le générateur parce qu'en fait, on peut mettre les glucides et les lipides que l'on souhaite, et en fonction de ça, des ranges, et en fonction de ça, on va trouver des recettes. Donc ça va mettre une liste de recettes. Bien évidemment, ces recettes sont sous format PDF. Vous pouvez choisir si vous voulez des recettes sucrées, salées, vous pouvez même mettre des mots clés pour vous aider à trouver éventuellement si vous voulez un burger, vous tapez burger et vous trouvez. Donc c'est hyper intéressant, j'ai été énormément aidé sur ce projet, notamment par un de mes élèves Olivier, donc encore merci à toi Olivier. Et c'est vraiment des centaines d'heures de travail, des centaines et des centaines, puisqu'il y a 664 recettes au jour d'aujourd'hui, donc ça fait un petit peu beaucoup. Effectivement, l'objectif peut-être à long terme, c'est d'arriver à 1000 recettes, mais déjà 664, vous avez quasiment 2 ans en faisant une différente chaque jour. Donc c'est beaucoup de travail. Voilà. En tout cas, c'était un gros projet que je viens enfin de terminer. Je dis terminé, en gros, ce sera jamais terminé, mais c'est pour dire que je m'étais fixé des recettes, et là, je les ai terminées. Donc je suis très content de moi. Et voilà, donc c'est cool pour la suite, cette petite chose qui s'ajoute au coaching. Maintenant, on a d'autres projets avec les autres coachs de Smart Body. On a encore été filmé la semaine dernière dans une salle à Paris. Donc, ça arrive pour les personnes que j'ai en coaching. Et si je ne vous ai pas en coaching, je suis désolé. Mais peut-être que le générateur, je le mettrai à disposition. Évidemment, pas gratuitement, puisque c'est un coût et j'ai passé énormément de temps de travail dessus. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un MP. On verra si je peux vous partager tout ça. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez l'ensemble des liens dans la description et que vous pouvez aller regarder ce qui vous intéresse, mon site. Il y a mon Patreon aussi, n'oubliez pas, c'est la plateforme participative qui permet de m'aider financièrement, de soutenir financièrement ce podcast. Si vous estimez que ce podcast vous aide un petit peu, alors les dons commencent à partir de 2$, ce qui n'est rien du tout. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. Maintenant, on va pouvoir passer directement au podcast. Comme les semaines dernières, j'ai pas énormément de temps. Du coup, on va se concentrer sur un podcast environ en 20 minutes. Et du coup, je ne perds pas de temps et je commence directement. Bon, la première question, elle est assez intéressante. C'est de combien de calories augmenter chaque semaine pour relancer le métabolisme. En fait, ça dépend. Il y a plusieurs manières de faire. C'est pour ça que c'est comme beaucoup de questions. On va y répondre avec un « ça dépend ». En fait, c'est assez simple. Personnellement, des fois, il y a certaines personnes, je peux en augmenter de 150 ou 200 calories d'un coup. Et au final, on attend quelques temps et le corps s'adapte. Et puis, on fait des paliers. De manière générale, ce que je fais, et surtout pour les personnes, en fait, parce que ceux qui veulent augmenter le métabolisme, ils sont souvent dans cette situation. Des personnes qui mangent très, très, très peu, qui ont très peur de prendre du poids. Pour ces personnes, j'augmente très, 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 très doucement les calories, à coup de 10 grammes de glucides par semaine, ce qui correspond à 40 calories, ou 10 grammes de protéines par semaine, même chose, ou éventuellement 5 grammes de lipides, ça correspond à 45. Donc de manière générale, j'y vais comme ça. Des fois, je fais 15 grammes de glucides, ça fait 60 calories, mais on monte. Est-ce qu'il faut augmenter toutes les semaines ? Ça va dépendre en fait de comment vous réagissez. Si par exemple en montant, vous voyez que votre poids diminue, ce qui arrive souvent, notamment après une perte de poids, et dans ce cas-là, vous pouvez remonter directement la semaine prochaine. Aussi simplement que ça. Et on monte. Le but pour vous, si vous souhaitez optimiser votre métabolisme, c'est de manger le plus possible sans prendre de poids. Pour faire simple, j'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes podcasts, la maintenance calorique, c'est une fourchette. D'accord ? Donc peut-être que nous sommes en maintenance, en prenant un exemple, de 1800 à 2200 calories. Et si c'est votre situation, le but pour vous serait de manger 2200 calories et de maintenir avec un métabolisme assez haut. Ensuite, une fois que vous avez maintenu ça pendant assez longtemps, vous pouvez définir éventuellement si vous voulez partir sur une perte de gras, prise de masse musculaire. Mais souvent, lorsqu'on cherche à optimiser le métabolisme, je ne vais pas dire que forcément on cherche à perdre du gras après. Des fois, on cherche à prendre du muscle. En fait, ça va vraiment dépendre des situations. Souvent, on va dire que des fois, les personnes sont très basses en calories, donc on est obligé d'optimiser le métabolisme pour perdre du poids parce qu'on est dans un cul-de-sac, je dirais. Donc, dans cette situation, effectivement, après, on peut repartir sur un déficit. Mais si, par exemple, c'est en fin de perte de poids, on peut stabiliser et ensuite partir sur une prise de masse musculaire
en créant un léger surplus. Voilà. Alors, quel conseil pourrais-je donner à quelqu'un qui cherche juste à être en bonne santé lorsqu'il s'entraîne? C'est un petit peu l'objectif de tout le monde. L'objectif, c'est d'être en bonne santé. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui cherchent aussi à prendre de la masse musculaire. Si l'objectif, c'est d'être tout simplement en bonne santé, je dirais des exercices fonctionnels, des exercices qui vont être assez intéressants d'un point de vue fonctionnel, et avoir aussi un travail cardio. Donc un travail musculaire et un travail cardiovasculaire, ce serait probablement quelque chose de pertinent. Au niveau des exercices, on fait très attention au choix de ces exercices, notamment si vraiment l'objectif c'est être en bonne santé, et ne pas non plus trop faire de sport, ne pas tomber dans l'extrême. Tout simplement parce que trop de sport, on sait que c'est pas forcément bon non plus pour la santé, et même d'un point de vue psychologique, beaucoup vont dans les extrêmes. Mais est-ce que être dans les extrêmes fait que vous serez en meilleure santé? Moi, je pense que ce sera pire, parce que n'oubliez pas, dans la santé, il y a aussi l'aspect psychologique. Donc une personne qui s'entraîne 6 fois par semaine, une personne qui va rien manger, un petit peu comme les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire de manière générale, on va directement voir que cette personne n'est pas en bonne santé. Oui, alors elle peut avoir un corps assez fit, etc., etc. Mais d'un point de vue psychologique, cette personne va toujours penser à ça et va vivre autour de ça. Moi, je pense pas que ça, c'est être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est se dire que, ok, j'ai un événement à l'extérieur, je vais l'accepter et je vais pas du tout culpabiliser, je vais profiter du moment. Ok, je peux pas faire un entraînement cette semaine, c'est pas grave. C'est tout simplement ça aussi, être en bonne santé. C'est avoir un certain équilibre et bien évidemment, avoir une bonne condition physique. Être assez musclé, pas forcément trop non plus, pas bodybuildé, avoir pas trop de gras, avoir un bon cardio, etc., etc. Donc en gros, c'est être, je dirais, normal et faire du sport, pas forcément pour l'esthétisme, mais tout simplement pour être en bonne santé. Donc beaucoup d'exercices fonctionnels, beaucoup de gainage pour éviter de se blesser sur pas mal de choses, notamment éventuellement dans la vie de tous les jours. Alors, on m'a posé une question sur les sources de protéines végétales, les quantités notamment. On me demande, est-ce qu'il faut manger plus de quantité quand on consomme des sources de protéines végétales? Je dirais oui. Vu que ce sont des protéines souvent incomplètes, il est recommandé d'en manger un petit peu plus. Souvent, je dirais qu'on conseille entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps pour les personnes qui mangent des sources de protéines animales. Là, je pourrais monter à 2,4, 2,5 grammes si par exemple vous ne mangez que ça. C'est important de le signaler. Le souci pour moi, pour les personnes qui vont manger, qui vont être végétariens, non, végétariens encore ça va. On va dire que c'est plus les véganes, même si c'est un peu, on retrouve le même problème, c'est que le souci de ces personnes, c'est que pour atteindre leurs objectifs en protéines, malheureusement, les aliments qui en contiennent beaucoup sont souvent très riches en glucides et en lipides. Ce qui fait qu'il y a très peu d'aliments, à part éventuellement la protéine en poudre, qui va vous permettre d'avoir que des protéines. Et ça peut être compliqué quand vous cherchez à perdre du poids. Parce qu'entre guillemets, vous allez perdre des calories, perdre des glucides et des lipides que vous pourrez avoir dans des légumes ou des choses que vous aimez, avec les sources de protéines végétales que vous mangez, qui sont souvent limite plus grasses ou plus riches en glucides que ce qu'elles n'ont de protéines. Donc ça peut éventuellement être un souci, ce côté-là. Mais sinon, en réalité, il n'y a pas forcément de gros problèmes. Mais c'est juste que pour les personnes en déficit, c'est plus compliqué, de mon point de vue. Il faut faire aussi attention parce que les sources de protéines végétales, type les légumineuses, sont souvent très riches en antinutriments. Donc très difficilement digérables. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout ce genre d'aliment. Franchement, les légumineuses et tout, c'est bien, mais je les recommande pas forcément. Faudrait les tremper, les laisser tremper dans l'eau, etc., etc. Donc ça prend du temps. Et si vous les mangez genre comme ça, dans des conserves ou des choses comme ça, c'est pas ouf d'un point de vue digestion. Et de toute façon, vous allez le voir, vous allez vous sentir éventuellement ballonné ou des choses comme ça. Tout ça à cause des antinutriments. Donc personnellement, je n'en consomme pas de légumineuses et je déconseille surtout aux personnes qui ont des soucis de digestion. On parle souvent, par exemple, du syndrome du côlon irritable, ce qui veut tout et rien dire. J'en parle encore avec Maëlys il y a une semaine, je crois. Ce qui veut tout et rien dire, où on disait qu'en fait, il vous dit juste ça, mais vous ne savez pas exactement ce que vous avez. Bon, dans tous les cas, attention, si vous êtes prédisposé à avoir des soucis de digestion, attention aux légumineuses. Et d'ailleurs, on remarque beaucoup que les femmes ont souvent une moins bonne digestion que les hommes. Question suivante. Est-ce que les EAA sont utiles
lors d'un entraînement à jeun. Alors, les EA, c'est un complément qui est utile, plus que les BCA. Pour faire simple, les BCA, on va avoir que les trois, la leucine, l'isoleucine, et j'ai oublié l'autre. Bon, il y a un autre, je ne sais plus exactement. Donc en gros, on va avoir 3 acides aminés, et le souci, c'est que du coup, il n'y a pas les 9, le reste, et c'est pour ça que c'est pas ouf. Donc on recommande souvent de prendre des EA plus que des BCA. Alors pareil, c'est un complément, je dirais, top bonus. Il n'y a pas besoin si vous débutez, c'est vraiment que si vous avez un niveau, je dirais, très avancé. Donc ça, c'est tout. Et sinon, en fait, ça ne change pas le problème que tu es à jeun quand tu t'entraînes. Je pense que c'est surtout ça, en fait, le souci. L'entraînement à jeun, pour moi, n'a rien d'optimal. Donc il vaut mieux manger un petit peu avant, type des glucides facilement digérables et assimilables, type des protéines facilement digérables et assimilables, qui sera plus intéressant que d'aller prendre des EA, de mon point de vue. Mais après, il n'y a rien de mal à prendre des EA et c'est plutôt une bonne chose. Donc tu peux éventuellement continuer à prendre des EA et bien évidemment essayer d'avoir des apports en glucides et en protéines avant ton entraînement. Alors, de quelle façon commencer le sport lorsque l'on a 30 ans et qu'on n'a jamais fait de sport pendant toute sa vie ? Bon, déjà, en fait, il faut surtout faire attention et garder en tête que vous n'êtes pas un super-héros. Allez-y doucement. Allez-y très doucement. Étape par étape, step by step. On commence par une séance éventuellement par semaine. On passe à 2, puis à 3. Ce que je vous conseille aussi, c'est éventuellement de vous faire suivre au début, surtout si vous n'avez jamais fait de sport. Dans le sens où on voit que les personnes qui ont souvent fait du sport avant ont plus facilement les gestes, notamment par exemple si on parle de musculation, vont plus facilement réussir à placer leur bassin, vont plus facilement ne pas se blesser. Enfin, en gros, ils ont tous les automatismes. Contrairement à une personne qui n'a jamais rien fait. Donc pour cette personne, éventuellement se faire coacher pour moi est assez intéressant. Sinon, après, on part sur des entraînements full body. Ça va dépendre aussi pas mal de l'objectif. Avec des exercices assez simples sur machine, éventuellement un tout petit peu d'exercice avec halter ou barre, mais très bien encadré pour être sûr que la technique soit bonne. Et beaucoup de travail de la technique. Évidemment, on peut chercher à forcer un petit peu plus sur les machines tout en étant surveillé et en étant sûr d'avoir une bonne technique. Et puis voilà. Mais on y va doucement. Inutile de commencer par vouloir faire 6 séances par semaine. 2-3 au début, c'est bien. Et après, si vous aimez ça, alors vous pouvez augmenter. N'oubliez pas, concentrez-vous sur le fait aussi d'apprécier votre pratique. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous abandonnerez aussi très rapidement. Mais déjà, c'est plutôt une bonne chose de vouloir commencer le sport. Et puis 30 ans, avec la société actuelle, c'est encore très jeune. Donc c'est bon, on a le temps. Et normalement, les résultats seront rapides. Seront assez rapides, normalement, puisqu'on passe quand même de rien à tout. Donc, de rien à faire du sport. Donc souvent, dans cette situation, les résultats sont assez rapides visuellement. Une question, alors, peut-on faire un petit déjeuner avec comme unique source de glucides uniquement des fruits ? Oui, c'est une question un peu bizarre. Oui, pourquoi on ne pourrait pas ? En fait, il ne faut vraiment pas se concentrer sur du détail. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Les gens ont souvent tendance à se concentrer sur du détail. Mangez ce que vous voulez, c'est aussi simple que ça. Surtout que les glucides, c'est une super source. Les fruits, pardon, c'est une super source de glucides. Riche en vitamines, riche en minéraux, riche en fibres, riche en eau. Donc c'est super. Alors après, attention, n'oubliez pas d'enlever la peau des fruits sur vos fruits. Et de préférence, avoir des fruits bio. Pareil, anti-nutriments. Et pas de pesticides aussi comme ça. Et ce sera top. Et vous pourrez manger ce que vous voulez. Les fruits, moi je recommande éventuellement... Ça dépend bien évidemment de l'apport calorique de chacun, mais 1 kg de fruits par jour, c'est pas forcément déconnant, et c'est une super source de glucides, donc allez-y, c'est top. Surtout si c'est bien évidemment des fruits de qualité. Question suivante, et ce sera la dernière, puisque comme je vous l'ai dit, le podcast sera assez court. Après, j'ai du travail, donc je vais devoir vous laisser. Comment gérer l'apport calorique en étant sédentaire ? En fait, c'est très simple. Il faut vous dire que si vous êtes sédentaire, normalement, dans le calcul de base de votre apport calorique, de votre maintenance calorique, il y a le fait que, vous prenez en compte le fait d'être sédentaire, donc il n'y a rien à faire. Ce que je t'invite à faire, c'est aller voir sur mon site internet. Il y a une partie sur comment calculer et tester ta maintenance calorique, parce qu'au final, la maintenance calorique, c'est une maintenance qui est différente des estimations.
dans 90% des cas. Donc il faut souvent tester. J'explique exactement la manière de procéder en fonction de ce que tu vas avoir comme résultat, comment t'adapter, etc., etc. Donc tu verras qu'une fois que tu auras ta maintenance, ce sera top. Alors attention, une maintenance, elle évolue du jour au lendemain. On n'a pas toujours besoin du même total calorique. Mais le plus important, c'est qu'on travaille avec des moyennes. Tu le verras dans l'article. Et ensuite, je pense que tu comprendras que, voilà, une fois que tu as ta maintenance, tu prends en compte le fait d'être sédentaire. Et bien évidemment, je t'invite à ne pas l'être sédentaire. C'est-à-dire que si tu es sédentaire, essaie de bouger, d'accord ? Il y a toujours moyen d'augmenter sa dépense. Peut-être que vous allez réussir à marcher une demi-heure sur votre pause de midi. Peut-être que vous avez 2 pauses de 15 minutes dans votre journée. Alors marchez sur ces pauses. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous entraîner. Du coup, entraînez-vous, c'est important. Faites du sport, une activité sportive, pas forcément la musculation, mais un sport éventuellement qui vous plaît. Et si vous faites par exemple de la musculation, qu'est-ce qui vous empêche à la fin de votre séance de marcher un petit peu sur le tapis, juste faire de la marche tout simplement, comme si c'était un nombre de pas à l'extérieur, pour être sûr de quand même bouger suffisamment. N'oubliez pas, le fait de bouger quotidiennement, c'est-à-dire votre NEAT, pour 90% d'entre nous, ça va correspondre à notre dépense calorique la plus importante. C'est-à-dire qu'une personne qui ne bouge pas aura réellement une dépense très 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 moindre par rapport à une autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, il ne faut surtout pas négliger le fait de bouger, et je vous invite réellement à bouger le plus possible. Garez-vous loin au supermarché, posez la télécommande quand vous êtes regardez la télé, pas sur votre canapé mais un peu plus loin, comme ça vous vous levez si vous voulez changer de chaîne. Y a plein de petites astuces. Prenez les escaliers, pas les escalators. Voilà. Faites toutes ces petites choses, et vous verrez que à la fin de la journée, ça va peut-être faire 500, plus 500, plus 500, plus 500 pas, et vous allez peut-être ajouter 3-4 000. Et c'est énorme, c'est déjà pas mal. Si vous avez l'habitude de faire 4 000, et on va dire 3 000, ce qui est assez faible, et vous rajoutez 4 000 par jour, vous passez à 7 000. C'est intéressant. Une autre erreur qui est souvent faite, c'est que n'oubliez pas que le NEAT, on peut souvent aussi le calculer un petit peu comme une moyenne sur la semaine, un petit peu comme un apport calorique. D'accord ? C'est ce que je fais avec mes clients. Et du coup, n'oubliez pas que souvent, ce que je vois, c'est que les gens, le week-end, ne bougent pas du tout. Même chose, même si vous faites rien et que vous êtes chez vous, essayez d'aller faire une petite balade, 30 minutes, 1 heure, voilà, tout simplement pour augmenter votre dépense, vous permettre d'avoir une bonne circulation et d'être tout simplement bien. Vous verrez que marcher un petit peu, ça vous fera du bien. Donc, voilà pour ça. Je sais que ça change beaucoup au niveau de vos habitudes, mais dites-vous là que c'est pas forcément pour une raison de manger plus, mais c'est surtout pour une raison de santé en fait, tout simplement. Et quand tout à l'heure on parlait du sport santé, c'est un peu la même chose. Bouger quotidiennement va faire que vous serez en bonne santé, évidemment. De toute façon, on le voit pour les personnes sédentaires, les risques de maladies cardiovasculaires ou d'autres risques, d'autres maladies sont démultipliés. Et un autre exemple, dites-vous bien, c'est pas parce que vous faites du sport que vous n'êtes pas sédentaire. Quelqu'un qui fait 3-4 fois du sport dans la semaine, environ 1 heure, et qui bouge pas du tout de sa journée, qui fait genre 1000 pas ou 2000, c'est sédentaire pour moi. Donc voilà. On va dire que la sédentarité, c'est, oui, on va prendre en compte l'activité sportive, mais on va surtout prendre en compte les habitudes des personnes et le fait qu'elles bougent ou non au quotidien. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast, on se rapproche des 20 minutes. Désolé si les podcasts sont encore assez courts ces temps-ci, j'espère que je pourrai reprendre des podcasts un petit peu plus longs. Je pense que j'en referai bientôt avec Pierre-Louis ou Johan. Je pense que ce sera très intéressant qu'on aborde différents sujets. Déjà, nous, ce soir, on va faire un live Facebook avec l'ensemble de mes élèves sur le groupe. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée. Je mets l'ensemble des liens dans la description. Normalement, je pourrais faire un podcast la semaine prochaine. Du coup, c'est cool. Ça en fera 2 à suivre. Je promets rien parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!